Trayvon Martin, Eric Garner, George Floyd, Jacob Blake, Sandra Bland, et la liste est tristement longue. Ce sont les noms des personnes tuées par la police américaine parce que noires. Ne supportant plus une énième victime dans une indifférence généralisée et sans aucune conséquence judiciaire, Black Lives Matter est né pour rappeler que les vies de Noirs importent. D'une mobilisation nationale à une influence internationale, Black Lives Matter aux États-Unis a-t-il quelque chose à nous apprendre en France? Ce petit déjeuner thématique a été animé par Charlotte Recoquillon, chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique, spécialiste des États-Unis, journaliste et membre d'association. Alors, je vais vous parler de Black Lives Matter en espérant qu'il y a des points qui vont faire écho un petit peu à ce qu'on vit en France, parce qu'il me semble qu'il y a à la fois des spécificités américaines et en même temps des ponts et des parallèles à construire. Donc, Black Lives Matter est devenu l'été dernier le mouvement social le plus important de l'histoire des États-Unis, plus que le mouvement des droits civiques, plus que les grands mouvements pour les droits des ouvriers ou pour les femmes et le droit de vote des femmes, etc. Quand on est le mouvement le plus grand, c'est à la fois en termes de nombre de personnes participant aux manifestations, dans le nombre de villes concernées par ces manifestations et dans le temps. Donc c'est vraiment un mouvement qui est, ne serait-ce que par son ampleur, tout à fait exceptionnel. Cette mobilisation, elle s'est construite au fur et à mesure pour qu'à l'été 2020, ce mouvement devienne le plus important. C'est en fait, il faut remonter à sa genèse en 2013 et je vais vous reparler un tout petit peu de ce moment-là. Quand je dis la genèse de Black Lives Matter en 2013, c'est, on va dire, l'élément fondateur et déclencheur de ce mouvement-là, mais évidemment que ce mouvement s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue de lutte pour la libération des Noirs et pour la justice raciale aux États-Unis. Ce mouvement est né en 2013 au moment de l'acquittement de George Zimmerman, qui était ce vigile de quartier qui avait tué Trayvon Martin, un adolescent, en Floride, une année avant, en 2012. La mort de Trayvon Martin, elle avait déjà fait surgir une question qui va être très importante dans les années qui suivent, qui est la question du préjugé et du stéréotype. Ce qui avait déclenché l'altercation entre George Zimmerman et Trayvon Martin, c'est que George Zimmerman avait déclaré qu'il avait trouvé l'adolescent suspect parce qu'il portait une capuche. Le stigmate de cet adolescent noir avec une capuche, qui n'avait sur lui rien d'autre qu'un téléphone portable et un paquet de bonbons, avait déclenché déjà toute une conversation nationale sur la question du stéréotype au faciès. Et puis l'acquittement de George Zimmerman en 2013 avait donc suscité à la fois ne surprenait pas tellement et en même temps suscitait de la colère, de la résignation, de la tristesse, était une sorte d'aveu public que les enfants noirs, que la vie des enfants noirs ne comptait pas et qu'on pouvait les tuer impunément juste parce qu'on avait eu peur de leur capuche et que c'était ça la réalité aux États-Unis. Donc à ce moment-là, les trois fondatrices de Black Lives Matter, donc Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi, créer cette organisation Black Lives Matter. C'est seulement un an après, en 2014, que le mouvement va prendre vraiment de l'ampleur au moment de la mort de Michael Brown à Ferguson dans le Missouri. Là, c'est l'officier de police Darren Wilson, blanc, qui, pareil, lors d'une altercation où il s'est senti menacé par l'adolescent qui avait donc 18 ans, il a eu peur, il y a une altercation, on ne sait pas très bien ce qui se passe, les récits sont contradictoires, mais ce qu'on sait, c'est que Michael Brown meurt. Darren Wilson lui tire 7 balles dessus à quasiment bout portant, dont une dans la tête. Et que dans l'histoire, dans la psyché américaine, et avec une histoire très, très longue de lynchage et d'exposition des corps noirs lynchés, évidemment que de laisser cet adolescent mort sur le bitume au milieu de la route, ça faisait écho à cette très longue histoire. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, en 2013-2014, et là, ça va être, à mon avis, un des accomplissements les plus importants de Black Lives Matter, à cette époque, il n'y a que les Noirs américains qui comprennent
la gravité et l'importance de ce genre de symbole. Il n'y a que à eux que ça fait écho à de la douleur, à toute une conscience collective qui mesure la gravité et la symbolique de cet événement. Les Blancs sont peut-être éventuellement un petit peu choqués, mais ne mettent pas ça en lien avec une histoire plus longue. Et ça, c'est un des accomplissements, à mon avis, qui est le plus important, qui n'est pas à 100% réussi et fini, et qui est un travail en développement et en cours, mais ça me semble être une petite révolution culturelle et sociétale aux États-Unis. En 2014, donc la communauté de Ferguson, enfin les habitants de Ferguson commencent à se mobiliser. Et c'est vraiment leur mobilisation pendant des semaines et des mois sans relâche dans la rue qui va conduire, enfin ils demandent eux que Darren Wilson, le policier, soit inculpé. Parce que c'était même pas automatiquement le cas. Il n'y a pas d'inculpation automatique dans la plupart des cas de violence policière. Au-delà de la mort de Michael Brown, ce qui choque l'opinion publique, c'est comment la police répond par la violence aux manifestations pacifiques. On assiste à un déploiement d'une police surmilitarisée, hyper militarisée dans les rues. Vraiment, Ferguson est un moment fondateur à plusieurs égards, et aussi parce que c'est lors de ces manifestations que que se déploie vraiment la lutte par les réseaux sociaux et par l'image et par ce récit médiatique. Beaucoup de militants vont commencer à live streamer les manifestations et à produire des contre-récits par rapport à ceux des grands médias qui, jusqu'à présent, prenaient la parole de la police ou les communiqués officiels pour argent comptant et en gros ne traduisaient pas la réalité du rapport de force ou des demandes et ne montraient pas la réalité des violences policières et de la répression contre les manifestants. Donc voici un peu la genèse de Black Lives Matter. Maintenant, ce mouvement, il se distingue par quelques grandes caractéristiques qui en font un mouvement qui me semble intéressant et peut-être que justement on peut en apprendre de ce point de vue-là. Au départ, il était difficilement compris par les médias qui ne savaient pas trop comment en parler parce que contrairement aux autres mouvements, il n'y avait pas quelques porte-paroles et leaders identifiés représentant le mouvement. Au contraire, ce mouvement se considérait comme leaderful et non pas leaderless comme c'était dit, donc c'est-à-dire avec plein de porte-paroles et plein de leaders et et la philosophie derrière ça, c'était de dire que on n'incarne pas un mouvement. Le mouvement, c'est la somme des gens, des luttes, et que sont légitimes à parler les concernés. Alors, il y a deux lignes, on va dire. Il y a les nouveaux leaders, ceux qui sont vraiment nés avec Ferguson, mais beaucoup de leaders et de gens impliqués dans ce mouvement étaient déjà des organizers très expérimentés, de longue date, des militants qui avaient déjà de l'expérience. C'est d'ailleurs le cas des trois fondatrices qui elles-mêmes étaient une militante syndicale, militante pour le droit des immigrés et militante pour le droit des prisonniers. Donc, elles avaient des expériences dans d'autres domaines un petit peu plus spécifiques, mais qui leur donnaient on va dire, une intelligence politique et stratégique et une compréhension de la construction du rapport de force, de la construction de revendications, de la construction de coalitions, du dialogue collectif, etc. Et ça m'amène d'ailleurs à parler d'une des autres spécificités de Black Lives Matter, c'est que la revendication générale Black Lives Matter, qui est assez générale et assez englobante, elle permet en fait de décliner. Le point d'entrée, c'est les violences policières, mais ça permet en fait de décliner une multitude d'autres revendications qui sont toutes en lien avec la justice raciale. Donc voilà, c'est un slogan qui permet de coordonner de nombreux aspects de l'injustice raciale et des inégalités raciales. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir une sorte de grand parapluie et de coalition qui abrite une multitude d'organisations. C'est un mouvement extrêmement horizontal. On a effectivement l'organisation Black Lives Matter elle-même, officielle, qui a des chapitres, donc
des sections dans différentes villes et universités des États-Unis. Mais c'est surtout un slogan qui est la coalition Movement for Black Lives, qui elle-même abrite tout un tas d'autres organisations, Million Hoodies. C'est un mouvement qui est extrêmement polycentrique et la fluidité de son organisation lui permet d'agir à la fois sur différents fronts thématiquement, mais aussi à différentes échelles, au local et au national. Le meilleur exemple de ça, c'est que il peut y avoir à la fois des petites victoires locales, électorales. On va présenter un candidat, on va organiser des petits déjeuners ou des lectures, voilà, des talks très localement. Mais au plan national, le rapport de force, par exemple, a beaucoup compté dans l'élection de Joe Biden, enfin dans la défaite de Donald Trump plutôt, l'élection de Joe Biden et le fait qu'il mène une politique qui soit plus à gauche que ce qu'on attendait de lui, c'est par exemple, en tout cas c'est mon analyse, le résultat de la construction de ce rapport de force par Black Lives Matter. Une des autres caractéristiques intéressantes de ce mouvement, c'est leur pédagogie. C'est un mouvement qui me semble extrêmement pédagogique dans la manière de déconstruire les idées et de faire apparaître, de rendre apparaître la dimension structurelle et systémique de l'injustice et des inégalités. Par exemple, quand il y a Charlottesville en 2017 et la statue du général Lee et cet affrontement qui mène à la mort d'une militante antiraciste tuée par un suprémaciste blanc, on n'est pas seulement dans un conflit direct, il y a tout un travail sur la question de la mémoire, de ce que ça veut dire l'armée confédérée, de la place qu'elle a eue dans l'histoire des États-Unis, de ce que ça veut dire d'avoir des monuments dans l'espace public, de la mémoire, du récit national. Et il y a vraiment à chaque fois une déconstruction extrêmement pédagogique. Et je trouve que c'est assez spectaculaire comment entre 2013-2014 et aujourd'hui, le débat national a évolué et est devenu extrêmement sophistiqué. Aujourd'hui, les Américains, et quand on regarde la presse, quand on écoute les conversations, les gens utilisent des termes extrêmement radicaux, en fait. Alors, ils peuvent n'être pas d'accord entre eux et contester le fait que le privilège blanc, ce soit ceci, cela, ça existe pas. Mais en fait, quand même, ils savent ce que c'est le privilège blanc, ils savent ce que c'est les discriminations systémiques, ils comprennent un certain nombre de concepts qui sont quand même assez sophistiqués. Et d'ailleurs, ça a été un peu importé aussi en France et ça me semble être un des accomplissements les plus importants. Juste un point sur Derek Chauvin et la condamnation de ce policier, qui est à la fois une victoire importante, parce que effectivement, on sait que ça n'aurait pas été le cas sans cette mobilisation extraordinaire et exceptionnelle depuis un an. Néanmoins, sa condamnation, en fait, devrait être la base, et que, d'une part, et que tous les militants étaient tous d'accord pour dire que oui, c'était indispensable, mais que ça n'est certainement pas la justice en général et la conception de la justice qu'ils veulent, que non, le système judiciaire ne fonctionne toujours pas et que s'il faut, pour atteindre une condamnation, qu'il y ait des millions de personnes dans la rue pendant des mois, etc., ça n'est certainement pas le signe d'un système judiciaire sain et qui fonctionne. Donc oui, c'est une victoire, mais il est très clair pour les militants de Black Lives Matter qu'ils ne vont pas s'arrêter là et se satisfaire de cette demande. Et d'ailleurs, c'est là aussi qu'on mesure la maturité aussi de ce mouvement, c'est qu'ils sont très cohérents et très concentrés sur leurs lignes, leurs revendications, et que c'est vraiment eux, à mon avis, qui depuis plusieurs années mènent le débat et mettent les questions à l'agenda public. Je parle juste quelques limites ou quelques défis, en tout cas, que rencontre ce mouvement, qui là aussi ne sont pas forcément
exceptionnels et qui sont assez courants dans les mouvements sociaux en général. Il y a des luttes de pouvoir en interne et des luttes de visibilité. Récemment, il y a eu 1 ou 2 polémiques qui ont visibilisé ces dissensions et ces rivalités internes, même si jusque-là, elles existaient, mais que stratégiquement, le mouvement et les leaders savent qu'il vaut mieux gérer ça en interne et ils n'exposent pas trop leurs dissensions de manière à ne pas se desservir et ne pas tendre la joue à la critique. Mais évidemment qu'il y a des luttes de visibilité. Une en particulier a émergé il y a quelques semaines lorsque, à la cérémonie des Grammy Awards, un artiste, Lil Baby, a fait participer à son show, à sa prestation et sa mise en scène, une militante assez connue qui s'appelle Tamika Mallory, qui a fait une sorte de happening avec un discours à l'intérieur de la performance de l'artiste. Elle s'est fait immédiatement tacler par notamment la mère de Tamir Rice, qui a sur Facebook publié un message en disant regardez, ils chassent la lumière, ils cherchent à prendre la lumière sur eux, ils exploitent la mort de nos personnes pour en gros la célébrité, etc. Et elle s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux par une partie du mouvement, pas par tout le monde évidemment, mais ça a montré que dès que certains leaders prennent trop de place, ils se font immédiatement tacler par une autre partie. La deuxième mais ça soulève aussi une autre question, qui est que l'année dernière, lorsque le mouvement, au moment de George Floyd, est devenu très important, il y a eu énormément d'argent qui a été donné à ces mouvements. Toutes les grandes compagnies, tous les grands mécènes, toutes les grandes entreprises, pour se donner bonne conscience, donnent des millions en disant on fait des choses pour la justice raciale, mais ils ont donné des centaines de millions de dollars. Et plus le mouvement est riche, plus il est attendu au tournant pour se justifier sur comment ils utilisent cet argent, et plus ça crée aussi des concurrences internes sur quelles sont les organisations qui cooptent ces ressources-là. Parce que des associations pour la justice raciale, il y en a des centaines, il y en a des milliers, et elles ne reçoivent pas toutes des montants de ce niveau-là. Donc, ça crée des rivalités au sein du mouvement antiraciste. Plus il y a d'argent, plus il y a des concurrences internes. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui peut faire écho à ce qu'on peut vivre en France, même si on a beaucoup moins d'argent d'une manière générale, parce qu'on n'a ni les mécènes, ni l'argent public. Et puis, évidemment, il y a des attaques venues de l'extérieur. Celles-là, on les connaît aussi depuis longtemps, c'est-à-dire que la surveillance de la part des autorités et de la police, depuis le début de Black Lives Matter, mais on sait aussi que c'était le cas pendant les Black Panthers, pendant le mouvement des droits civiques, etc. Les suprémacistes blancs qui sont réénergisés depuis Trump, mais qui, pareil, n'ont jamais disparu des États-Unis, envoient des menaces de mort et puis préparent des attentats. Enfin, il y a des vrais risques d'attaque contre des personnes, contre des leaders de Black Lives Matter. Pendant la campagne électorale, on avait arrêté plusieurs personnes avec des listes de noms surarmés qui préparaient des attaques contre des personnes. Et puis après, il y a aussi des divisions, pareil, à mesure que le mouvement gagne en pouvoir et en influence, il y a les divisions de plus en plus dures entre les différents mouvements du mouvement, c'est-à-dire les réformateurs et les abolitionnistes, les plus ou moins radicaux et les centristes, qui vont avoir des stratégies différentes. Ceci dit, le mouvement est relativement plastique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour l'instant, arrivent à cohabiter ces différents courants et ils avancent sur des lignes, on va dire, en parallèle, pour l'instant, je trouve, en assez bonne intelligence. BLM est un mouvement singulier qui a choisi une organisation sans leader charismatique, s'ancrant dans le local, adoptant l'intersectionnalité des combats
le tout pour l'émancipation des Noirs. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques concernant nos prochains événements sur notre site internet citoyennetépossible.com à la page Notre calendrier. Pour nous soutenir, aimez et partagez ce podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, on lit vraiment tous vos retours. Et abonnez-vous à notre chaîne. Et puis surtout, prenez soin de vous, buvez un bon thé chaud et continuez le dialogue.